Donc voilà, bonjour à tous. Donc c'est la deuxième partie du cours classification périodique des éléments. Donc après avoir vu comment est représenté un élément, comment est décrit un électron sur un atome, nous passons maintenant à la classification périodique. Alors le tableau périodique est un tableau donc, qui représente un arrangement des éléments chimiques des différents atomes, donc selon leur nombre atomique ou nombre de protons, d'accord? Bien sûr, euh, en s'appuyant sur leur configuration électronique. Donc, le tableau périodique, il est passé par diverses versions. La première, c'était celle de Lothar Meyer, c'était en 1864, où à l'époque, le tableau contenait 28 éléments et que ces éléments-là étaient classés selon le nombre maximum de liaisons que chaque élément peut réaliser. Bien sûr, tout de suite après, quelques années après, il y a eu le tableau de Mendeleïev, celui sur lequel euh, on s'est on s'est basé pour établir la version actuelle du tableau périodique. Alors, Mendeleïev a tenté de classer les éléments selon certaines propriétés. Il a fait un classement selon la masse croissante. Et puis, le génie de Mendeleïev, c'était que il avait laissé certains vides dans son tableau parce que pour lui, il pourrait y avoir l'existence d'autres éléments. Donc, il a prédit l'existence d'autres éléments euh, ayant des propriétés semblables aux éléments qui étaient déjà découverts à l'époque. Donc, à l'époque du tableau périodique de Mendeleïev, il était constitué ou composé de 5 colonnes et 18 lignes. Et le tableau était vertical et non horizontal tel qu'il est actuellement. Donc, le tableau périodique, ça c'est une image de la version originale du tableau périodique, c'est en 1869. Et ça, c'est le tableau qui a été publié en 1891, donc dans un journal russe. Alors, le tableau périodique, c'est quoi? Alors, le tableau périodique, actuellement, donc depuis 1913 jusqu'à ce jour, donc le tableau périodique qui a été établi par Meyer et ensuite après par Mendeleïev a évolué. Et puis, on s'est aperçu que euh, si l'on tient compte des propriétés chimiques des éléments, les éléments ne peuvent pas être classés selon leur masse atomique, mais plutôt selon leur numéro atomique, c'est-à-dire Z. Je rappelle que Z, c'est le numéro atomique de l'élément. Il représente le nombre de protons. Il représente également le nombre d'électrons. Donc, pour classer les éléments, donc actuellement sur le tableau périodique, sont classés selon leur numéro atomique et non sur leur masse telle que l'a fait Mendeleïev. Alors le tableau qui existe actuellement, il est composé de 7 lignes horizontales euh, et cette ligne horizontale qu'on appelle des périodes et 18 colonnes verticales qu'on appelle groupes. Et puis dans ces groupes, qui sont généralement indiqués en chiffres romains, est suivi d'un symbole A ou B. D'accord? Alors la lettre B représente les éléments dans leur couche externe, il y a remplissage de la sous-couche D. Les éléments du sous-groupe A représentent les éléments qui, dans leur couche externe, il y a remplissage des orbitales ou des sous-couches S et P. Donc, on va examiner de quoi est composé le tableau périodique. Donc, on a dit que
il y a 7 lignes horizontales qui représentent bien sûr des périodes. La ligne horizontale représente plutôt les éléments qui sont dans une même ligne horizontale, donc représente le remplissage de la même couche, comme vous le voyez ici, c'est-à-dire si on considère la période 1, c'est la couche K, la période 2, c'est la couche L, la période 3, c'est la couche M. Et puis, bien sûr, ces couches-là, telles qu'on l'a dit avant, les couches sont représentées par le nombre quantique principal. Donc ici, dans une même ligne ou dans une même période, les éléments sont caractérisés par le même nombre quantique n et ils correspondent au remplissage de la même couche. C'est quand on passe d'une période à une autre qu'on va avoir des couches supplémentaires. D'accord? Donc, les colonnes, elles représentent les groupes. Donc, vous le voyez, il y a 18 colonnes, d'accord, qui sont divisées en groupes, en sous-groupes, les sous-groupes A et les sous-groupes B. Alors, il y a 8 sous-groupes A et il y a 8 sous-groupes B. D'accord? Avec une particularité qu'on va souligner plus tard, c'est que le groupe 8B rassemble la colonne 9, 10 et la colonne 8, 9 et 10 en même temps. C'est logique parce que si vous additionnez 8A et 8B, vous allez trouver 16, alors qu'il y en a 18 colonnes. Donc, c'est qu'il y a 3 colonnes qui sont rassemblées dans le même sous-groupe qui est le sous-groupe 8B. Alors, une petite précision, les lignes que vous voyez ici, normalement, elles doivent être insérées là où il y a ces étoiles-là, c'est-à-dire du lantane jusqu'à LU, il doit être inséré ici. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que ici, le baryum s'arrête à 56. Tout de suite après, il y a le lantane 57. Et puis là, vous voyez que c'est HF72, c'est la continuité au-delà de LU, donc qui est 71, là, le numéro atomique terre. Même chose ici, donc vous voyez ici RA88 et puis AC l'actinium 89 et puis là le LR 103 et le RF 104. Donc les deux lignes, ce ne sont pas des périodes supplémentaires, ce ne sont pas des périodes ziada, elles doivent normalement être incluses ici à la place de ces étoiles-là. D'accord? Ça, c'est un peu une particularité du tableau périodique. Très bien. Donc, nous avons dit, donc, petite précision, les éléments, quand ils sont dans le même groupe, ils ont la même configuration électronique. D'accord? Même configuration électronique et donc même couche externe surtout, même configuration électronique de la couche externe. Donc ici, par exemple, si vous prenez le fluor, le chlore, le brome, leurs couches externes, elles sont identiques. Elle a la même configuration. Si vous prenez les gaz rares ici, c'est la même chose. Leur couche externe, elle a la même configuration. Et donc, voilà. Les périodes, par contre, elles représentent, nous avons dit, elles représentent les couches. Donc, des éléments qui sont dans la même période, ils ont le même nombre quantique principal. Et puis, les périodes n'ont pas de nom, contrairement aux groupes, parce que les groupes, ils ont des noms. Ça correspond aux familles. Les périodes n'ont pas de nom. C'est uniquement les deux dernières lignes que nous avons vues tout à l'heure. Elles ont des noms. C'est la ligne, les lanthanides, la ligne, c'est les actinides. Mais au fait, si on cherche la famille de tous ces composés-là, c'est les terres rares. Donc, ce n'est pas la famille des lanthanides, ce n'est pas la famille des actinides, c'est uniquement des noms qu'on a donnés à ces lignes, tout simplement. Très bien. On arrive au groupe et au sous-groupe. Donc, on a dit, on a 8 sous-groupes A, 8 sous-groupes B. Donc, les sous-groupes A, ils correspondent à
au remplissage des orbitales S et P dans la couche externe et les sous-groupes P correspondent au remplissage des sous-couches D dans la couche externe. Donc, vous voyez ici, cette ligne ou cette période porte le nom de lanthanide, cette ligne. Elle doit être insérée là. Mais sinon, la famille, elle est différente de ce nom-là. Très bien. Maintenant, pour essayer de connaître, essayer un peu de vous aider donc, dans le tableau périodique. Donc, on remarque ici que pour chaque groupe, je vous ai donné la structure électronique externe et je vous ai donné ici à quelle famille ça appartient. D'accord? Donc, pour chaque groupe, j'ai commencé par les groupes, les sous-groupes A وحدهم, et puis dans la deuxième diapo, les sous-groupes B وحدهم. D'accord? Donc là, pour le sous-groupe A, il n'y a pas de problème. Donc, NS1, c'est le groupe 1A. C'est ce qu'on appelle les métaux alcalins. Le NS2, qui a dit couche externe, NS1, c'est alcalin. Qui a dit couche externe, NS2, c'est les alcalino-terreux. Donc, c'est les métaux alcalino-terreux. Quand j'ai la couche externe NS2, NP1, il s'agit du groupe 3A. Et donc, fait le bord, c'est un métalloïde et les autres sont des métaux. Le groupe, quand j'ai la couche externe NS2, NP2, c'est le groupe 4A. Donc, le carbone fait, c'est un non-métal. Le silicium et le germanium sont des métalloïdes. Et l'étain et le plomb sont des métaux. Le groupe 6A, là je me suis trompée, le groupe 5A, donc il s'agit de la couche externe NS2NP3, donc il contient l'azote et le phosphore qui sont des non-métaux, et l'astate et le SB, donc qui sont des métalloïdes, et le bismuth est un métal. Le groupe 6A, NS2NP6, donc pour les sous-groupe A, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez facilement, à partir de la structure externe, déduire le groupe. C'est le groupe, les sous-groupes B, ils sont un peu particuliers. D'ailleurs, si on revient au tableau périodique, vous voyez que la colonne 1, c'est le groupe 1A, la colonne 2, 2A. En bas, d'après la colonne 3, ce n'est pas 3A. D'accord? Ça s'arrête ici. Il dit les sous-groupes B, on reprend avec 3A, 4A, 5A, 6A, 7A et 8A. D'accord? Et le groupe B, ils sont au milieu de la colonne 13 à la colonne 12. Avec, ils ne sont pas ordonnés. Vous voyez, ils commencent par 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, etc. 1B, 2B, contrairement au sous-groupe 1A qui sont ordonnés. Interrompus, mais ordonnés. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Mais ici, ils sont interrompus. D'accord? Alors, pour le sous-groupe B, bon, pour N-1 D2 NS2, c'est 3B. N-1 D2 NS2, c'est 4B. N-1 D3 NS2, c'est 5B. N-1 D4 NS2, c'est 6B. La sous-couche D, nous avons dit, elle a une particularité. Elle est stable quand elle est à moitié remplie ou complètement remplie, c'est-à-dire quand elle contient 5 électrons ou 10 électrons. Donc, qui a 9 électrons, elle prend un électron, la S voisine, pour qu'elle ait 10 électrons. Ou qui a 4 électrons, elle prend également un électron, la NS voisine, a 5 électrons. Donc, il y a un réarrangement de la structure. Le groupe 7B, c'est N-1 D5. Donc, حتى الدرك مجموع les électronnettes الفوق يمدلنا le groupe. Donc, vous le voyez qui m'a fait le A. La somme de les électrons, le فوق externe, يمدلنا le groupe. Alors, il y a un électron là, donc c'est le groupe 1. A parce que c'est la sous-couche S. Il y a 2 électrons ici, c'est le groupe 2. A, c'est parce que c'est la sous-couche S. Il y a 3 électrons ici, donc c'est le groupe 3. Alors, A, pourquoi A? Parce que c'est les sous-couches SP et ainsi de suite. Pour le D, c'est la même chose. Ici, il y a 3 électrons dans la couche externe, donc c'est le groupe 3. Pourquoi B? Parce qu'il y a la sous-couche D. Également ici, 2 plus 2, c'est 4 électrons dans la couche externe et donc c'est le groupe 4. Pourquoi B? Parce qu'il y a la sous-couche D et ainsi de suite.
sauf pour les cas qui suivent. Alors, on a dit le groupe 8B, il y a comme 3 colonnes, 8, 9, 10. On l'a vu ici sur le tableau, voilà. Donc, vous voyez, le 8B, il prend les colonnes 8, 9 et 10. Donc, ils correspondent aux structures suivantes. Donc, N-1 D6 NS2, N-1 D7 NS2 et N-1 D8 NS2. Maintenant, qui il n'y a que dans ce cas-là, c'est-à-dire 6 plus 2, que vous retrouvez 8. Pour les autres, vous n'allez pas retrouver 8. Donc, c'est un cas particulier. C'est ce groupe et ces 3 colonnes, on les appelle les triades. Au fait, la famille, Kamel, c'est les métaux de transition. Kamel, les groupes B, ce sont des métaux de transition. Même ici, regardez, quand j'ai la structure N-1 D9 NS2, elle va se réarranger. Là, on ne va pas dire que c'est le groupe 11 B, non, c'est 1. C'est comme si la D qui تكون معمرة, je ne la prends pas en considération. Donc, c'est 1B. Ou kif N-1 D10 NS2, on dit 2 électrons, je ne prends pas la 10, la 10, la D, elle est remplie. Donc, c'est 2 électrons, donc c'est 2B. Très bien, on arrive aux familles maintenant. Donc, quelques familles, vous les avez déjà vues, peut-être au lycée. Donc, vous avez le groupe 1A, c'est les alcalins. Le groupe 2A, c'est les alcalino-terreux. Le groupe 8A, ici à l'extrême, c'est les gaz rares. Le groupe 7A, c'est les halogènes. Et puis, là, ce que vous voyez en violet, c'est ce qu'on appelle les métaux de transition. C'est tous les sous-groupes B, donc 3B, 4B, 5B, 6B, les 8B, 7B, 8B, 1B et 2B. Et puis, ce que vous voyez ici en gris, c'est d'autres métaux, donc ce n'est pas des métaux de transition. Ce que vous voyez ici en jaune, c'est des métalloïdes. Pourquoi on les appelle des métalloïdes? Parce qu'ils ont des propriétés entre métaux et non-métaux. Et puis, les non-métaux, c'est ceux que vous voyez ici en blanc. Ce que vous voyez ici en vert, c'est ce qu'on appelle les terres rares. D'accord? Terres rares. Donc, ce n'est pas lantanite, actinite. Lantanite, actinite, c'est SM, la ligne des lanthanides ou la ligne des actinides. Mais sinon, la famille, c'est les terres rares. On va examiner certaines des propriétés de ces familles chimiques. Donc, par exemple, les alcalins, donc ceux qui se situent à gauche du tableau périodique. Les alcalins, ils ont un électron dans leur niveau d'énergie supérieur, c'est-à-dire externe. Ils auront tendance à céder facilement cet électron pour avoir ou acquérir la structure du gaz rare. D'accord? Donc, lors de réactions chimiques, ils sont prêts à donner cet électron. Alors, les éléments du groupe 1A ont une structure cristalline cubique centrée, la voilà. Donc, quand on examine le cristal un métal alcalin, il sera sous cette forme-là, cubique centré. Donc, un cube avec au centre, vous avez un élément. Vous avez les alcalino-terreux, c'est le groupe 2A. Donc, eux aussi, ils ont tendance à perdre les 2 électrons pour avoir la structure du gaz rare le plus proche, d'accord? Et puis, ils donnent des bases de la forme XOH2, comme CaOH2 ou MgOH2. Donc, ils peuvent donner ce genre de base. Alors, les éléments du groupe 2A ne se trouvent jamais sous forme métallique libre dans la nature, c'est-à-dire ils sont tout le temps combinés avec autre chose, comme par exemple avec OH comme ça, ils seront sous la forme d'hydroxyde comme MgOH2 ou CaOH2. Yani, on ne trouve pas le magnésium comme ça, un métal à l'état naturel. Et ils ont tendance, on l'a dit, à perdre les électrons. Et donc, les éléments qui ont tendance à donner des électrons, c'est des réducteurs. D'accord? Des réducteurs. Donc, ils vont s'oxyder pour réduire. C'est-à-dire, je m'explique. Donc, quand vous dites dans une réaction chimique, quand vous dites, j'essaie d'avoir, voilà, quand vous dites une oxydation, c'est une perte d'électrons, une réduction est une fixation d'électrons. Quand vous écrivez la réaction, vous l'écrivez de la forme suivante. Oxydant, vous écrivez comme ça,
oxydant plus un électron va donner réducteur. D'accord? Donc, va donner réducteur. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer ici, réducteur? Qu'est-ce qui va se passer? Un oxydant, c'est lui qui fixe les électrons. D'accord? Et en même temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réduire celui-là. Il va se réduire, pardon. Et puis, un réducteur, il va donner les électrons. D'accord? Ou qu'est-ce qu'il va subir? Il va s'oxyder. Donc, pourquoi j'insiste sur cette réaction? Parce qu'après, on va voir le caractère oxydant ou le pouvoir oxydant, le pouvoir réducteur, et on a besoin de bien comprendre ici. Comme les alcalins et les alcalino-terreux, ils ont tendance à perdre les électrons, donc ce sont des réducteurs. La réaction dans ce sens. Donc, ils vont perdre les électrons. D'accord? Donc, s'ils vont perdre des électrons, ils vont s'oxyder. D'accord? Et s'ils vont s'oxyder, ils vont donner des électrons à d'autres éléments qui vont les capturer. Et donc, les autres éléments vont se réduire. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses ou la relation. D'accord? Très bien. On revient vers notre cours. Donc, on revient ici vers les propriétés toujours. Les halogènes, donc ce sont des non-métaux et qui ont certaines caractéristiques. Par exemple, ils ne conduisent pas le courant électrique, ils ont un aspect terne, donc ils ne sont pas brillants, ils ne sont pas malléables, c'est-à-dire on ne peut pas les travailler comme le fer ou autre chose, ils ne peuvent pas être laminés, c'est-à-dire comme une pâte par exemple. C'est la seule famille du tableau périodique où l'on retrouve des éléments à l'état liquide, gazeux et solide. Donc, on a les trois aspects de la matière dans le même groupe et c'est le seul cas, c'est-à-dire c'est la seule famille où tous les éléments sont sous les trois états de la matière. Ces éléments, ils possèdent 7 électrons, ils tendent à capter des électrons. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce ne sont pas des réducteurs, ce sont des oxydants. Donc, ils vont fixer des électrons, ils ont d'autres éléments qui vont les oxyder. D'accord? Les halogènes, ils tendent à capter un électron pour acquérir la structure du gaz rare. Les métaux de transition, ce sont les éléments qui ont une sous-couche D incomplète ou remplie, donc incomplète ou remplie. Donc, elle possède les caractéristiques des métaux avec des comportements chimiques assez particuliers qu'on n'a pas détaillés ici. Et puis les gaz rares, ils ont une sous-couche remplie, mushabba'a on dit, saturée, c'est le mot, donc, et ils sont pratiquement inertes chimiquement. Donc, ils ne peuvent ni former des liaisons, ni donner des électrons. On arrive au bloc. Le tableau périodique est également divisé en blocs. Donc, on a ici le bloc S en violet, le bloc D en rouge, le bloc P ici, et puis le bloc F. D'accord? Alors, les alcalins, par exemple, les alcalino-terreux, ensemble, ils forment le bloc S. Ce sont des éléments métalliques. Le bloc P, il représente un certain nombre de familles. Ce sont les éléments non métalliques. Le bloc D, c'est les éléments de transition. On les appelle les éléments de transition, donc se couche SD. Et le bloc F, ce que vous voyez ici, on les appelle des éléments de transition interne. On arrive maintenant à la périodicité des propriétés. Donc, lors de l'arrangement des éléments dans le tableau périodique, on a remarqué qu'il y a certaines propriétés qui avaient propriétés qui étaient semblables pour certains éléments, notamment les éléments qui sont dans le même groupe ou là dans la même période. Donc, il y avait une certaine similitude dans certaines de leurs propriétés. Quelles sont ces propriétés? C'est le rayon atomique ou le rayon ionique, l'énergie d'ionisation, l'affinité électronique, l'électronégativité, le caractère métallique et le caractère non métallique, le pouvoir oxydant et le pouvoir réducteur. Ce qu'on va voir dans cette partie du cours, c'est comment
ces propriétés vont évoluer dans le tableau périodique, c'est-à-dire dans une même colonne ou dans un même groupe ou dans une même période, comment ces propriétés vont évoluer. Bien. Alors, on commence par le rayon de covalence ou le rayon atomique. Comme on considère les atomes comme étant des particules sphériques, leur taille sera mesurée par le rayon, d'accord? Alors, quand on prend deux atomes voisins, d'accord? Quand on prend deux atomes voisins, la distance entre leurs noyaux, d'accord? La moitié de cette distance-là nous donne le rayon parce qu'on ne peut pas mesurer ce rayon. Donc, on prend la distance entre deux noyaux de deux atomes voisins, comme vous le voyez ici. La moitié de cette distance me donne le rayon. Ça, c'est à peu près une estimation du rayon. Mais pour calculer le rayon, il existe une autre méthode. Donc, on le calcule à partir de la relation suivante. R est égal à n au carré sur Z étoile. Z étoile qui est appelée la charge effective ou le nombre de charges effectives qui est égal au nombre de charges moins la constante d'écran. La constante d'écran, c'est sigma. D'accord? Constante d'écran, c'est sigma. Alors, n, c'est le nombre quantique principal. Alors, pour comprendre comment évolue le rayon, il faudrait voir comment évolue la charge effective. Alors, je vais ouvrir une parenthèse en ce qui concerne la charge effective, expliquer c'est quoi cette charge effective. Donc, je vais ouvrir un nouveau partage. Donc, un fichier que vous avez déjà reçu qui s'appelle « Quelques rappels utiles pour la classification périodique ». J'ai détaillé un peu c'est quoi la charge nucléaire ou la charge effective. Alors, la charge effective, c'est la charge Z corrigée sur un électron, d'accord, en tenant compte de l'effet des charges des autres électrons situés dans la même couche ou dans les couches internes. D'accord? Ce concept permet d'expliquer comment l'effet d'écran influe sur les propriétés périodiques. Comment l'effet d'écran influe sur les propriétés périodiques. Comment calculer cette charge effective? On considère donc l'attraction entre Z protons du noyau et un électron E quelconque de l'atome. L'attraction est perturbée par les électrons qui sont situés entre le noyau et cet électron-là. Les électrons qui sont à l'intérieur forment un écran. D'accord? On définit alors une constante d'écran qui dépend de la position des électrons de l'atome par rapport à cet électron-là. D'accord? Et la charge du noyau Z devient donc une charge effective, d'accord, qui est égale à Z moins sigma. Je réexplique. On a dit, c'est quoi cette charge effective? C'est la charge Z corrigée pour un électron, c'est-à-dire on considère un électron, نحسبوا la charge effective par rapport à cet électron. D'accord? Ça peut être les électrons qui sont dans la même couche que lui, ou des électrons qui sont dans les couches dakhlaniyin, les couches internes, d'accord? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cet effet d'écran? Si vous prenez un électron là quand il est seul, d'accord, et le noyau, d'accord? Comme le noyau, il est chargé positivement, il y a attraction ici, tu as plus Z, et l'électron ici. D'accord? Parce que le noyau, ici, il y a Z protons. N'oubliez pas. Donc, il y a Z charge positive ou ici un électron. Maintenant, il y a attraction parce que il est négatif et le noyau il est positif, fait Z proton positif. Je vous rappelle que le proton, la charge tau, elle est de 1,6 10 puissance moins 19, positif, coulant. D'accord? C'est positif. Par contre, l'électron, c'est moins 1,6, 10 puissance moins 19 coulant. D'accord? Donc, ici, il y aura Z protons qui vont attirer cet électron. D'accord? Maintenant,
S'il y a d'autres couches à l'intérieur, il y aura des électrons اللي هما négatifs comme cet électron وتصرى بيناتهم une répulsion. D'accord? Donc l'attraction تاع le noyau va être affaiblie تنقص par la présence de ces électrons-là qui vont créer un écran بين هذا l'électron externe et le noyau là. Et donc la charge اللي كانت هنا وحدها Z تجذب في هذا l'électron va diminuer تنقص parce qu'il y a هذوما qui vont créer un écran. كيفاش تنقص et comment tenir compte? On le calcule à partir de cette relation-là. D'accord? On le calcule à partir de cette relation-là. On va voir quelques exemples. D'accord? On va voir quelques exemples. Alors, pour calculer la charge effective, bon, je suis en train d'expliquer tout ça parce qu'il y a nécessité de le faire. Ça ne veut pas dire que nous, dans les TD ou dans l'examen, on va vous demander de calculer la charge effective. C'est juste pour que vous arriviez à comprendre le phénomène. Alors, pour calculer la charge effective, il faut suivre les démarches suivantes. Alors, نكتب la configuration électronique selon le modèle suivant. Donc, on a appris à écrire la configuration électronique en utilisant la règle de Klashkovsky. Après, واش ندير نرتب هذه la configuration على هذا الشكل. Donc, chaque couche وحدها بين قوسين. La 2P, 2S couche وحدها. La 3S, 3P وحدها. La 3D parce que وحدها لا 4S 4P وحدها لا 4D وحدها 4F نرتب على هذا الشكل. D'accord? On choisit un électron. Au fait, on ne choisit pas. On va nous demander de calculer la charge effective pour cet électron. Tous les autres électrons apportent une contribution sigma partielle à la constante d'écran. Et la constante d'écran globale, il y a les contributions. D'accord? Les contributions, sigma i, ils dépendent du type d'orbital S, P, D ou F. Ils dépendent de la couche. Par exemple, regardez ici le tableau qui nous permettra de calculer les sigma i. D'accord? مثلا, si l'électron, j'ai un électron, supposons cet électron dans la couche N. D'accord? وانا نحوس l'effet d'écran un autre électron راهو في la couche N-1 il est de type SP sigma تاعو sera 0,85 إذا هذا l'électron راهو في la couche N-1 دي N-2 وهو toujours type SP السيجما تاعو تولي 1 ناخذ un exemple pour mieux comprendre. J'ai pris l'azote ici. نكتب la configuration électronique. Je réarrange la configuration على هذا الشكل. Maintenant, je prends un électron من la couche externe. ندي un électron من la couche externe هذه ونحوس نحسب مفعول الحجب la constante d'écran تاعو ولا le z effectif تاعو. Alors واش نقول كي ناخذ انا un électron يبقاو لي هنا 4. D'accord? عندي 4 électrons de la couche SP. D'accord? ويبقاو لي 2 électrons راهم لداخل de la couche de l'orbital S, ils sont la couche N-1 parce que هذا l'électron اللي خذيته راهو في la couche N. Les 4 électrons اللي قعدوا راهم في la même couche que lui. و les 2 électrons اللي راهم هنا راهم في la couche N-1. كي نرجع لهذا الطابلو je vais regarder كي يكون l'électron de type SP ويكون في la couche N. Voilà. يتدخل بسيجما 0,35 وكي يكون l'électron de type SP بصح راهو في N-1 يتدخل بسيجما 0,85. D'accord? واش نروح نجي نحسب سيجما توتال. عندي 2 électrons يتدخلوا بمفعول سيجما 0,85 وعندي 4 électrons يتدخلوا بمفعول سيجما 0,35 نجمعهم ça me donne 3,10 وبعد Z c'est Z effectif c'est Z تاع l'azote c'est 7 moins 3,1 et ça me donne 3,9. Vous voyez que la charge تنقص la charge effective. D'accord? Donc là j'ai pris encore un autre électron. Le Zn, par exemple, voilà sa configuration électronique. نرتبها كما شفنا l'exemple الفوق. Voilà.
وناخذ un électron 4s هذايا ناخذ هذا التالي داكور دونك واش يبقى لي ان الكترون من الاس في لا ميم كوش داكور ان الكترون اس لا ميم كوش كما قلنا قبيله يتدخل افيك سيغما بارسيال 0.35 داكور وعندي هنا عندي 10 الكترون تاع دي هامليك 10 الكترون تاع دي اللي هي في لا كوش ان موان 1 كوش ان موان 1 و دي هايليك دونك كوش ان موان 1 دي تتدخل بمفعول ان موان 1 داكور ان موان 1 دي تتدخل بمفعول واحد ماشي باردون سي 1 ce n'est pas 0,85 c'est une erreur ici vous la corrigez d'accord et puis عندي 8 électrons sp 8 électrons sp de la couche n-1 يتدخلوا ب 0,85 voilà عندي 8 هاملك 8 الكترونات داكور et puis عندي 8 électrons sp من la couche n-2 كيكونوا sp في la couche n-2 يتدخلوا بمفعول سيغما واحد داكور voilà واحد داكور et puis عندي 2 électrons من la couche s هاملك داكور اللي هي في la couche n-3 باسكو هو راهو في la couche الرابعه وهذا راهو في la couche الاولى دونك سي la couche n-3 يتدخلوا بمفعول واحد داكور ومن بعد نجمعهم الكل داكور نجمعهم الكل دونك عندي 1,035 وعندي je vais vous dire ال8 وال8 هنا لا هنا non ماشي 18 هنا c'est une erreur donc on rectifie après donc عندي 10 fois 0,85 et 8 fois 0 non c'est 8 fois 0,85 c'est une erreur donc 1,035 هذا ومن بعد عندي 8,085 هذوما ومن بعد عندي 8 و2 10 اللي بسيغما واحد بلس هذوما دونك عندي 20 بسيغما واحد داكور ومن بعد نجمع الكل داكور et je calcule la charge effective. Après, on va corriger tout ça. D'accord? Je vous ai fait une parenthèse juste pour comprendre comment la charge effective va agir. Ce qu'il faudrait comprendre, d'accord? Ce qu'il faudrait comprendre. Je reviens vers mon cours. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est que quand je vais dans une même période, les couches, mais ils y douchent. La même période, c'est la même couche. D'accord? Donc, sigma, il y aura constant. Dans la même période, Z يزيد de gauche à droite. Donc, Z effectif يزيد, tel que vous le voyez là. Maintenant, qui نهبط في la colonne, en même temps, Z يزيد, ou en même temps, les couches يزيدوا. Donc, on va observer que les Z يزيد شوية, on va يولي constant. D'accord? Il va augmenter un peu, et puis après, il devient constant. على هذا الأساس ou comme le rayon est lié à la charge effective, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vais vous dire qu'est-ce qu'on va avoir. Le long de la période, c'est-à-dire qu'il nous ramène de gauche à droite, d'accord? Le long de la période, عندي n constant, بصح Z effectif augmente. Donc, واش يصرى له? Le rayon va diminuer. D'accord? Le rayon va diminuer. Qui نروح منا لهنا, le rayon va diminuer. Qui نروح منا لهنا, bien sûr, العكس, le rayon يزيد. وكي نهبط هنا واش يصرى? Le rayon يكبر. ماشي على جال la charge effective, يكبر parce que tout simplement les couches يزيدوا. Plus يزيدوا les couches, plus l'atome il devient plus gros. Donc ce que je retiens grosso modo, c'est que le rayon يزيد de droite à gauche dans une période, ou يزيد de haut en bas dans une colonne. D'accord? Maintenant, si on vient au rayon تاع les ions, alors quand on rajoute un électron, l'atome يزيد يكبر. D'accord? Donc les anions ils vont avoir un rayon plus grand. Ou qui نقص un électron de la couche externe, l'atome يصغر شوية et donc on va avoir les cations qui seront plus petits. C'est ce que j'ai regroupé ici. Alors vous voyez ici
ce que vous voyez ici, c'est l'atome ou le cation. Vous voyez, Li, le rayon tau 134, il est donné en picomètres, 134, ou Li+, il compte plus petit parce que c'est un cation. Kinji le fluor. Le fluor, vous voyez, le rayon tau, c'est 71, ou le F-, l'ion, c'est 119, quand même presque le double. Donc, le rayon yikber t'a les anions. On arrive à l'énergie d'ionisation. L'énergie d'ionisation, c'est l'énergie qu'il faut fournir à un atome à l'état gazeux pour lui enlever un électron ou arracher un électron. Pour lui arracher un électron. Alors, généralement, les énergies d'ionisation sont liées à quoi? Ils sont liés au rayon, c'est normal. Plus le rayon يكون صغير, ça veut dire l'électron راهو قريب للنويو ou l'attraction تاع le noyau تكون كبيرة et donc ما نقدرش نحيه facilement. Plus l'atome, le rayon يكون كبير, l'électron externe يكون بعيد et donc l'attraction تاع le noyau تنقص et donc je peux l'enlever facilement. Donc je peux déduire que l'énergie d'ionisation, elle varie dans le sens contraire تاع le rayon, d'accord? Et donc, on va avoir le phénomène suivant, puisque le rayon izid minna, donc on va avoir l'énergie d'ionisation hadzid minna, ou puisque le rayon izid de haut en bas la colonne, l'énergie d'ionisation hadzid de bas en haut. Donc, ce qu'on va dire aussi, c'est qu'on peut avoir des ionisations successives, c'est-à-dire un électron, le deuxième, le troisième. Donc, je peux avoir l'énergie de première ionisation, de deuxième ionisation et de troisième ionisation. Et généralement, la première ionisation, elle est facile, elle nécessite une moindre énergie que la deuxième ionisation ou la troisième ionisation. Je vous ai pris un exemple ici pour le lithium, le sodium, le potassium, le cesium et donc pour ces éléments, vous voyez que la première ionisation, l'énergie, elle est de 5,39 électronvolts. Maintenant, deuxième ionisation, l'énergie, elle est vraiment carrément 12 fois ou 13 fois plus. Donc, il me faut une plus grande énergie pour effectuer une deuxième ionisation ou une troisième ionisation. On arrive à l'affinité électronique. Alors, l'affinité électronique, c'est l'énergie libérée par la réaction de capture d'un électron par un atome gazeux correspondant à la réaction suivante. En fait, pour comprendre l'affinité électronique, il faudrait insérer quelque chose d'autre. Donc, on va parler de l'énergie d'attachement. D'accord? Qu'est-ce que je vais dire? Alors, je vais changer ici de couleur. On va l'écrire en rouge. Donc, on va dire que l'affinité électronique, alors, l'affinité électronique, donc on va dire que l'affinité, non, ici, alors ici, je vais l'écrire ici. Alors, l'affinité électronique, d'accord, c'est moins énergie d'attachement. D'accord? Pour comprendre, parce que sinon, on ne va pas comprendre de quoi il s'agit. Donc, énergie d'attachement. D'accord? Je vais agrandir le caractère pour qu'elle soit claire pour vous. Je vais l'écrire ici. Voilà. Alors, je prends cette réaction que vous voyez là. D'accord? Pour fixer un électron sur un atome à l'état gazeux et former un anion, il me faut une énergie qu'on appelle l'énergie d'attachement. D'accord? Et l'affinité électronique, c'est l'axe ta. D'accord? Alors, comme ça, on va comprendre, comme les halogènes, le groupe 7A, ils ont 7 électrons. Donc, ils tendent à capter un électron pour avoir la structure du gaz rare le plus proche. Donc, ils vont facilement fixer cet électron. Et donc, lorsqu'ils vont fixer cet électron, ils vont dégager de la chaleur. Donc, la réaction elle est exothermique. Donc, comme elle est exothermique, l'énergie d'attachement, elle est exothermique.
D'accord? L'énergie d'attachement, elle est exothermique. Et comme l'affinité, c'est moins l'énergie d'attachement, donc elle va être positive. Ce qui fait que les halogènes vont avoir l'affinité électronique la plus élevée. Et les alcalins et les alcalinotères, eux, comme Huma, ils tendent à perdre des électrons et non à recevoir les électrons, leur affinité électronique est négative. باش نفهم vraiment c'est quoi l'affinité électronique, لازم نفهم معنى واش l'affinité électronique. Affinité électronique ماهيش عكس l'énergie d'ionisation, c'est الميل للإلكترونات. Le mail l'électronette. Quand on dit quelqu'un a une affinité vers quelqu'un ou quelque chose, يعني يميل إلى هذاك الشيء. Donc, un atome a une affinité vers les électrons, c'est les halogènes. Et donc, l'affinité تاعهم تكون كبيرة. Les alcalins, مثلا, l'affinité تاعهم تكون صغيرة, تكون négative. Alors, l'affinité électronique, elle varie dans le même sens que l'énergie d'ionisation. C'est pour ça que je vous ai dit, l'affinité électronique n'est pas le contraire de l'énergie d'ionisation. Ça n'a rien à voir. Et parce que l'affinité électronique ne peut pas être mesurée, c'est-à-dire on n'a pas une tendance réelle, c'est-à-dire c'est une tendance approximative. On a fait une estimation à la les halogènes, les alcalins, et on a déduit la variation. Très bien. On passe vers l'électronégativité. Alors, l'électronégativité n'a rien à voir avec l'énergie d'ionisation ou l'affinité électronique parce que l'énergie d'ionisation تتعلق بالاتوم qui يكون وحده, l'affinité électronique تتعلق بالاتوم qui يكون وحده, ou l'électronégativité, c'est lorsqu'on a un atome lié à un autre atome. C'est quoi l'électronégativité? C'est la tendance d'un atome à capter les électrons d'un autre atome اللي راهو معاه, il forme une liaison, d'accord, avec lequel il forme une liaison. Donc, vous voyez que l'électronégativité ne ressemble pas à l'affinité électronique parce que l'affinité électronique, c'est quand l'atome يكون وحده, l'énergie d'ionisation, c'est quand l'atome يكون وحده, ou l'électronégativité, c'est la tendance d'un atome à attirer vers lui les électrons d'un autre atome. Donc, lorsque l'atome est lié à un atome. Alors, il y a plusieurs échelles d'électronégativité. Je ne vous demande pas de les retenir parce que nous, on ne va pas faire un calcul de l'électronégativité. Nous, on voudrait juste avoir ou savoir comment l'électronégativité varie dans le tableau périodique, c'est-à-dire dans une période ou dans une colonne. Il y a Toutefois, c'est bon à savoir, il y a 3 échelles d'électronégativité. L'échelle de Mulliken, d'accord, celle que vous voyez ici. Donc, électronégativité, c'est K sur 2, énergie d'ionisation plus affinité électronique. Il y a l'échelle de Pauling. Alors, Pauling fait une variation d'électronégativité entre deux éléments A et B. Donc, électronégativité de A moins électronégativité de B est égale à 0,102, la racine de la liaison AB moins racine de la longueur de la liaison AA fois longueur de la liaison BB. Donc, par exemple, Pauling, il a relié l'électronégativité aux longueurs de liaison. Mulliken, il a relié l'électronégativité à l'énergie d'ionisation et à l'affinité électronique. Il y a une dernière échelle celle d'Allred et Rochaud. Donc, pour Allred et Rochaud, l'électronégativité est reliée à la charge effective et au rayon covalent. Toutefois, quelle que soit l'échelle utilisée pour calculer l'électronégativité, on remarque qu'elle varie avec Z. L'électronégativité augmente quand Z augmente dans une période et elle diminue quand Z augmente dans un groupe. Donc, elle varie comme ça, elle augmente comme ça et elle augmente comme ça. On passe au caractère métallique. Le caractère métallique, c'est la tendance à perdre des électrons et donc l'énergie d'ionisation des métaux est basse. Donc les métaux, ils tendent à perdre des électrons. Elle est basse par rapport à celle des non-métaux. Et les métaux, ils tendent à perdre des électrons et donc leur énergie d'ionisation, ainsi leur énergie d'ionisation, elle est basse, comme on vient de le dire, mais les non-métaux, leur énergie d'ionisation est élevée et leur affinité électronique est basse. Donc, le caractère métallique varie en sens inverse que l'énergie d'ionisation et le caractère métallique varie en sens inverse que celui de l'affinité électronique.
Pour le pouvoir oxydant, on en a déjà parlé tout à l'heure quand on a parlé des alcalins et des alcalinotéreux. Une oxydation est une perte d'électrons. Donc, le pouvoir oxydant varie en sens inverse que l'affinité électronique. Une réduction est un gain d'électrons. Le pouvoir réducteur varie en sens inverse que l'énergie d'ionisation. J'ai essayé ici de résumer quelques-unes des propriétés comme l'énergie d'ionisation, l'électronégativité, le caractère métallique, le caractère non métallique, le rayon, l'affinité, l'électronégativité. Et puis, voilà, c'est tout. Toutes ces propriétés, j'ai essayé de les résumer ici. Voilà, donc notre cours est terminé et je vous remercie pour votre attention.